L'histoire commence dans une vallée sombre où un jeune homme nommé Kanata est poignardé à plusieurs reprises par une jeune fille folle. Tandis que le jeune homme se vide de son sang, la jeune fille rit d'un rire maniaque et continue de l'attaquer sans la moindre pitié. Bientôt, elle l'achève d'un dernier coup brutal, mettant prématurément fin à sa vie. Après sa mort, Kanata est transporté dans un nouveau monde où il ouvre les yeux pour découvrir un étrange homme vert face à lui. Incapable de parler, Kanata observe le vieil homme qui le baptise Gobru avant de lui fourrer de la bouffe dans sa petite bouche. Comme Gobru n'est encore qu'un bébé, il s'endort rapidement pour satisfaire les besoins de son jeune corps. Le lendemain, Gobru ouvre les yeux à côté d'une ribambelle d'autres bébés verts qui semblent être ses frères et sœurs. Se sentant bien reposé, il réalise qu'il est véritablement né à nouveau en tant que fils d'un gobelin. Un jour plus tard, Gobru se réveille en tant que jeune enfant car les gobelins grandissent très vite. Fort de sa nouvelle vigueur, il sort de la grotte, prêt à profiter pleinement de sa nouvelle vie. Le 4e jour, son père leur donne leur dernier repas et dit à tous ses fils qu'il est temps de partir et de commencer à chasser pour se nourrir. Pour commencer, Gobru sort de la grotte où il découvre un monde étrange et nouveau, peuplé d'oiseaux et de plantes inconnues. Son frère, Gobkichi, le suit également déconcerté par ce nouvel environnement. Comme son frère a peur, Gobru le réconforte et l'emmène dehors pour chasser ensemble. Mettant à profit sa grande taille et sa force, Gobru observe Gobkichi qui chasse un lapin à cornes pour lui. Caché au sommet d'un arbre, Gobru bondit et tend une embuscade au lapin, réussissant à capturer sa proie. Impatient de manger, Gobkichi s'approche du lapin, mais Gobru le roue de coups pour lui rappeler sa place. Il casse ensuite la corne du lapin pour s'en faire une arme lorsqu'une étrange notification apparaît dans son esprit. Gobru donne ensuite à Gobkichi sa part du lapin et les deux se mettent à le manger. Le lendemain, Gobru et Gobkichi chassent 2 lapins grâce à leur meilleure coordination. Cette fois-ci, Gobru récupère une corne de meilleure qualité sur l'un des lapins. Après cela, Gobru prend une bouchée de la viande du lapin lorsqu'une voix lui annonce qu'il a acquis la compétence évasion. La voix lui rappelle sa vie antérieure où il possédait une capacité extrêmement rare appelée absorption, qui lui permettait de manger n'importe quel élément et d'en absorber les propriétés. Bien que Gobru puisse toujours absorber les capacités de tout ce qu'il mange, il doit repartir de zéro puisqu'il a perdu toutes les capacités de sa vie antérieure. Il pense néanmoins pouvoir acquérir un grand pouvoir grâce à sa capacité actuelle, avec l'aide des monstres les plus puissants du monde. Le lendemain, une jeune fille appelée Gobmi s'approche de Gobru, impressionnée qu'il puisse déjà chasser des lapins à cornes, des créatures capables de tuer facilement un gobelin non préparé. Comme elle est très impressionnée, Gobru l'invite à se joindre à eux pour leur prochaine chasse. Malheureusement, il se met à pleuvoir le lendemain, alors Gobru reporte la chasse et va fouiller leur entrepôt pour fabriquer de nouvelles armes. À l'intérieur, il découvre plusieurs femmes humaines retenues captives, utilisées par les gobelins adultes à des fins de reproduction. Cependant, il s'abstient d'intervenir, sachant que passer à l'action ne ferait qu'attirer des ennuis à sa famille. Par la suite, Gobru prend un minerai et commence à le travailler lorsque l'aîné Gobji s'approche de lui. Gobji trouve que Gobru monte en niveau assez rapidement et lui demande de se taper sur le front. En le faisant, Gobru apprend qu'il est déjà au niveau 86 et Gobji lui dit qu'il pourra évoluer s'il atteint le niveau 100. Gobji repart ensuite en disant que de jeunes hobgoblins sont sur le point de revenir de leur chasse. Le lendemain, Gobru et Gobkichi partent chasser des serpents rouges avec Gobmi. Après leur chasse, les gobelins s'assoient pour manger et Gobru acquiert d'incroyables compétences en détection et en empoisonnement grâce à la viande de serpent. Après 3 jours supplémentaires sans incident, le groupe de Gobru décide d'explorer une grotte où ils sont attaqués par un essaim de chauve-souris. Gobru ordonne à Gobmi de s'enfuir sans tarder tout en forçant Gobkichi à lui servir de bouclier. Il lance alors son sort Regard Maléfique qu'il vient d'acquérir sur les chauves-souris, les étourdissant toutes et offrant au groupe l'occasion dont ils ont besoin pour les neutraliser. Par la suite, Gobru acquiert de nouvelles capacités de détection grâce à la viande de chauve-souris. Pendant qu'il mange, quelques gobelins jaloux l'observent depuis les buissons. La nuit suivante, les gobelins tentent de tendre une embuscade à Gobru, mais celui-ci se réveille grâce à son sens de la détection et les bat tous. Le lendemain, le groupe de Gobru tente de chasser un orc, mais le monstre géant repousse Gobkichi d'un coup. Gobmi fait alors tomber l'arme du monstre à l'aide d'une pierre, ce qui permet aux autres de l'achever. Ensuite, il dépaisse et mange l'orc et Gobru acquiert certaines compétences orc. Plus tard, Gobru apporte une énorme pile de viande aux gobelins les plus faibles, se demandant pourquoi il se sent si bienveillant à leur égard. Une fois qu'ils ont terminé, Gobru va se coucher et son système l'invite à entamer son évolution. Alors que Gobru évolue dans son sommeil, il ne remarque pas qu'il a reçu une bénédiction du Seigneur de la Mort. Le lendemain matin, Gobru se réveille en se sentant différent, alors il vérifie son reflet dans une dague. Alors que Gobru réalise qu'il ressemble à ce qu'il était dans sa vie antérieure,
Gobkichi se réveille lui aussi, transformé. Surpris de voir leurs évolutions, Gobmi commence à les flatter, tandis que Gobji est stupéfait que tous les deux aient évolué en seulement un mois. Gobkichi est curieux de tester ses nouveaux pouvoirs, alors Gobru lui demande s'il veut aller chasser. Cependant, Gobkichi le défie en duel, ce à quoi Gobru répond par un sourire. Peu après, les deux se dirigent vers la forêt où ils s'affrontent et échangent des coups à armes égales. Gobkichi tente alors de porter un coup de poing puissant, mais Gobru l'esquive facilement. Il balaye ensuite Gobkichi d'un coup de pied, mettant fin au combat. Alors que Gobkichi reconnaît sa défaite, Gobru l'aide à se relever, mais remarque un rugissement étrange provenant du lointain. Se préparant à des ennuis, il demande à Gobmi d'apporter leur nouvelle arbalète. Au loin, une meute de loups se précipite vers la position des gobelins. Alors qu'ils sèment la terreur dans la région, les loups déchiquettent sans pitié un orc sans défense. Tandis que le groupe de Gobru observe cette scène brutale depuis sa cachette. Gobru fait alors signe à Gobmi qui tire sur le chef de la meute avec l'arbalète. Furieuse, la meute se met à charger vers eux. Alors Gobru et Gobkichi bondissent pour l'affronter. Avec le soutien de Gobmi à l'arrière, les deux hommes viennent facilement à bout de la meute. Finalement, le chef de la meute tente d'affronter Gobru, mais s'effondre et meurt des suites de ses blessures. Gobru mord alors dans la chair du loup, acquérant ainsi de nouvelles capacités liées au leadership. Plus tard, Gobru offre tous les loups aux autres gobelins en guise de cadeau et leur demande de lui donner en échange le même nombre de proies plus tard. Comme ils ne savent pas chasser, les gobelins le supplient de les aider. Il accepte de les aider et propose même de leur fabriquer des armes, si bien que les gobelins se mettent tous à acclamer la générosité de leur nouveau chef. En voyant ses nouveaux subordonnés l'acclamer, Gobru se dit que ses compétences lui ont offert l'occasion rêvée de les mener à vivre comme bon lui semble. Malheureusement, le lendemain, Gobru découvre que toutes les femmes humaines qui étaient retenues captives sont mortes après avoir ingéré du poison. Il transporte leurs corps pour les incinérer aux côtés de Gobji, pleinement conscient que ces femmes ont choisi de mettre fin à leur jour pour échapper aux tortures qu'elles auraient subies aux mains des gobelins. Une semaine plus tard, Gobru commence à entraîner tous les gobelins sous ses ordres, après avoir acquis toute une série de nouvelles compétences grâce aux monstres rares qu'il a dévorés. Bientôt, un groupe d'individus étranges se dirige vers le groupe de Gobru, qui se prépare à les combattre. Gobji l'arrête rapidement, lui révélant que ces hobgoblins sont les pères de sa génération. Alors que les hobgoblins saluant leur cadet, Gobru se rend compte qu'ils ont capturé plusieurs femmes humaines, dans l'intention de les utiliser pour la reproduction. Même s'il comprend que les gobelins doivent se reproduire pour survivre, Gobru est tout de même dégoûté par leur habitude d'enlever des femmes. Il va donc affronter Hobken, le chef des hobgoblins, pour mettre un terme à cela. Furieux, Hobken attrape Gobru et le menace, mais une gobeline nommée Hobsato s'interpose et propose que les chefs des deux générations s'affrontent pour déterminer qui aura le pouvoir de décision. Hobken accepte et peu après, Gobru l'emballe dans ses fils comme s'il s'agissait d'un paquet cadeau. Alors que Gobru se réjouit de la technique de toile qu'il a acquise auprès d'une araignée démoniaque, le mage hobgoblin, Hobsei, est impressionné par sa force. Après avoir vaincu le chef, Gobru proclame son propre règne et prend le contrôle de la tribu. Ensuite, il emmène les femmes humaines dans une grotte et leur dit qu'elles pourront y vivre en sécurité, expliquant qu'il a ordonné aux autres gobelins de ne pas les toucher et qu'il prévoit de les ramener dans un village humain le moment venu. En échange de sa protection, il interroge les femmes sur le monde extérieur et apprend qu'elles voyageaient avec une caravane lorsque les gobelins ont attaqué et tué tous leurs hommes. En entendant la promesse de Gobru de les protéger, les filles se mettent à pleurer de soulagement. Le lendemain, Gobru apprend que l'une des femmes est forgeronne, que 2 des 5 filles sont des sœurs douées pour la cuisine et la couture, qu'une autre est alchimiste et que la dernière est une guerrière débutante. Comme la guerrière est assez faible, Gobru décide de l'entraîner plus tard. Il reprend alors sa routine habituelle consistant à entraîner tous les guerriers gobelins sous ses ordres. Une nuit, Gobru se réveille après avoir senti un danger. Pendant ce temps, Hobken décide de se faufiler dans la chambre des femmes avec les autres hobgoblins, frustrés de ne pas pouvoir s'amuser. Avant que les gobelins n'aient le temps de réagir, Gobru s'avance vers leur chef et le terrasse d'un coup. Il passe ensuite les autres à tabac, sans ménagement, et appelle Gobji pour qu'il rassemble le reste des gobelins en vue d'une exécution publique. Sous le regard de tous les gobelins, Gobru ligote tous les assaillants et les roue de coups jusqu'à ce qu'ils soient en sang. Il rappelle aux autres gobelins que c'est ce qui arrive aux traîtres, et ils acquiescent tous solennellement. Quelques jours plus tard, Gobru tente d'abattre un cheval à 3 cornes avec son arbalète. Cependant, les écailles résistantes de la créature repoussent facilement la flèche. Il utilise donc sa toile d'araignée pour l'immobiliser et bondit pour l'attaquer avec son arme lourde afin de percer son armure. Après avoir vaincu le cheval, Gobru en mange une partie de la chair, ce qui lui confère l'armure du cheval, des capacités de guérison et une incroyable compétence appelée Triple Thrust. Il la met rapidement à l'épreuve et découvre qu'il peut frapper une cible plusieurs fois d'un seul coup. Plus tard dans la nuit, la
jeune fille qu'aux cheveux roux, se glisse dans le lit de Gobru, alors il la laisse dormir avec lui puisqu'elle a peur des intrus gobelins. Le matin, il se réveille avec une Gobmi jalouse dans ses bras également. Après cela, il sort et apprend que Gobé a elle aussi évolué en hobgoblin et qu'elle est chargée d'enseigner aux gobelins comment survivre et s'acquitter de leurs tâches. À ses côtés, Gobkishi occupe le poste de capitaine des combattants, Gobmi est chargé de l'unité de tir, Obsato supervise l'unité en armure légère et Gobsei endosse le rôle de chef de la force magique qui ne compte actuellement aucun autre membre. Après avoir confié son armée au capitaine désigné, Gobru s'enfonce plus profondément dans la forêt pour chasser des créatures rares. Là, il trouve un autre cheval à 3 cornes et tente de l'abattre avec un nouveau sort offensif appelé Gaiderg. Le sort tue le cheval d'un seul coup, surprenant Gobru par sa puissance. Après cela, Gobru s'aventure au cœur de la forêt, jusqu'à l'endroit même où Gobji l'avait averti de ne jamais s'aventurer, car c'est le territoire du terrifiant roi de la forêt, l'ours pourpre. Gobru tombe sur un cheval à 3 cornes mort, facilement mis en pièces par les redoutables griffes de l'ours. Et peu après, l'ours lui-même apparaît pour l'affronter. En le voyant de près, Gobru est impatient de vaincre et de manger le roi de la forêt pour s'approprier tous ses pouvoirs. Pour lancer le combat, Gobru lance son attaque la plus puissante contre l'ours. La créature lève habilement son bras pour se protéger, mais la puissance brute du sort le tranche net. Sa mana étant complètement épuisée, Gobru ne peut plus que se concentrer sur l'esquive des contre-attaques incessantes de l'ours. Il riposte alors d'un coup de hache, mais la peau épaisse de l'ours l'arrête net. Gobru tente ensuite de piéger l'ours avec sa toile d'araignée, mais celui-ci s'en libère facilement et lui crache une flamme brûlante. Pensant que ces flammes ont réduit Gobru en cendres, l'ours roux tente de s'éloigner. Cependant, Gobru se cache derrière un arbre pour soigner ses blessures, stupéfait que cet ours ridiculement surpuissant puisse même cracher du feu. Pour le vaincre, il élabore une nouvelle stratégie et retourne au combat. Furieux, l'ours rugit contre Gobru, mais celui-ci tient bon et se met à courir vers lui. Alors que l'ours lance un nouveau souffle de feu sur Gobru, celui-ci le neutralise avec un sort de glace. Malgré tous les efforts de l'ours, Gobru utilise son bouclier de glace pour réduire la distance et frapper l'intérieur vulnérable de sa gueule. Croyant avoir porté le coup de grâce, Gobru pense que le combat est terminé, mais soudain, l'ours le projette au loin d'un coup de patte massif, l'envoyant s'écraser contre un rocher et quelques arbres. Heureusement, la boue noire de Gobru amortit l'impact. Malgré ses blessures, Gobru remarque que sa lame est coincée dans la gueule de l'ours, l'empêchant ainsi de cracher du feu. Sachant qu'il ne peut pas gagner sans se blesser, il se prépare à faire un sacrifice et charge à nouveau l'ours. L'ours se précipite également à la rencontre de l'attaque de Gobru, qui brandit sa hallebarde vers lui alors que la bête lève la patte pour attaquer. Finalement, le bras de Gobru est projeté en l'air et l'ours lui déchire et transperce l'estomac. Cependant, la hallebarde de Gobru transperce le cerveau de la bête, la vainquant enfin au prix fort. Il s'allonge et mange un peu de la chair de l'ours, ce qui lui confère une force et des capacités incroyables. Peu après, le système s'active, car l'énorme quantité d'expérience supplémentaire qu'il a gagnée en combattant l'ours déclenche une nouvelle évolution. Le système lui demande s'il souhaite évoluer et il répond par l'affirmative. À son réveil, Gobru sent immédiatement que son corps est différent et se rend vite compte qu'il a évolué en ogre. Peu après, il rentre chez lui sous sa nouvelle forme, stupéfiant tout le monde par son apparence radicalement changée. Une fois que tout le monde s'est remis du choc, Gobru se dirige vers les humains pour se procurer de nouveaux vêtements. Lorsqu'il entre dans la chambre des filles, celles-ci sont immédiatement terrifiées par son apparence rude et monstrueuse. Heureusement, elle se calme rapidement après avoir réalisé que c'est bien lui. Il rend ensuite visite à la forgeronne qui prend sa hache pour la réparer et lui offre un couteau en pierre spirituelle qu'elle a fabriqué. Il se rend ensuite chez l'alchimiste qui lui donne une fiole de poison qu'elle avait conservée pour se protéger au cas où les gobelins l'attaqueraient. Puis elle se met à le féliciter pour ses nouvelles capacités, ce qui rend Gobmi et la fille aux cheveux roux jalouses. Finalement, Gobru prend soin de passer du temps avec toutes les filles pour apaiser leur jalousie. Quelques jours plus tard, Gobru tente de s'entraîner au combat avec les hobgoblins, mais ceux-ci sont bien trop faibles pour résister à ses coups. Il remarque alors que Gobkichi a quelque chose en tête et part dans la forêt pour s'aérer l'esprit. Plus tard, alors qu'il coude des vêtements, Gobru demande à Gobsei si Gobkichi va bien et elle lui assure que ce grand balourd sait se débrouiller tout seul. Le lendemain, Aube se précipite vers Gobru avec un carbuncle blessé qu'elle a trouvé en creusant. Après que Gobru l'ait soigné, l'esprit se réveille, le remercie et se présente sous le nom de Litana. Elle explique que des humains l'ont attaqué et Gobru comprend qu'ils en avaient après la gemme brillante qu'elle porte sur la tête. Alors qu'il se demande quoi faire, Litana le supplie de vaincre les humains qui lui ont fait du mal, affirmant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il s'avère que Litana est une gardienne artificielle créée par un mage légendaire appelé Velvet. Après sa mort, Velvet a laissé tous ses trésors dans un coffre-fort sur lequel certains humains ont jeté leur
leur dévolu. Comme ils ont rencontré Litana qui gardait le trésor, les humains l'ont attaqué et ont gravement endommagé son noyau, ce qui a limité le temps qu'il lui reste à vivre. En récompense de son aide, Litana propose de donner le trésor de son maître à Gobrook, car Velvet aurait préféré les monstres à la race humaine cupide. Gobrook accepte sa demande et se rend dans la salle du trésor où il demande à Gobkichi et aux autres de se cacher. Bientôt, les aventuriers humains trouvent Gobrook seul et tentent de l'attaquer en envoyant un assassin. Gobrook détecte facilement l'assassin, l'arrête et avertit les humains de partir ou de mourir. Refusant d'accepter, les humains arrogants tentent d'attaquer Gobrook, mais ils se rendent compte que leurs attaques sont pathétiquement faibles. Après avoir vu les trésors de haut niveau qu'ils portent sur eux, ils devinent que les humains ont dépensé de l'argent pour obtenir un équipement puissant, mais qu'ils n'ont jamais pris la peine de s'entraîner avec. Soudain, le mage humain frappe Gobrook au visage avec un éclair. Furieux, Gobrook capture les humains et les dévore jusqu'au dernier, apprenant ainsi leurs métiers respectifs. Par la suite, il tombe sur un sac magique et une bague qu'il consomme également. À sa grande surprise, il découvre alors un immense coffre de stockage sur l'un d'entre eux, lui permettant de stocker plus de 1200 objets différents. Ayant exaucé la demande de Litana, Gobrook se dirige vers la salle principale du coffre-fort, où elle retourne auprès du cadavre de son maître. Après avoir remercié tout le monde d'avoir exaucé son dernier souhait, Litana se jette dans les bras de Gobrook et lui dit adieu, tandis que son corps affaibli s'éteint. Gobmi est triste de perdre cette vie innocente, mais Gobrook la rassure en lui disant que Litana est morte sans regret. Puis, Gobrook mange la gemme de Litana, ce qui lui confère une capacité d'ordre doré. Remarquant la tristesse de Gobé, Gobkichi tente de la réconforter, ce qui lui redonne le sourire. Puis, tout le monde rend hommage à Litana avant de récupérer tout le trésor de Velvet. Finalement, Gobrook incinère le corps de Velvet en signe de respect pour le défunt. Cela révèle en fait un bras mécanique sur le corps du mage que Gobrook équipe sur son bras sectionné. Rapidement, le bras mécanique s'intègre au corps de Gobrook, lui permettant de le bouger librement. Le lendemain, Gobrook examine la collection d'armes qu'il a récupérée dans le trésor. Après avoir équipé 15 de ses hobgoblins de bonnes armes, il s'approprie une lance de rang légendaire appelée Solitary Fury. Quelques jours plus tard, Gobrook chasse une araignée dorée, qui lui confère des compétences liées à la toile dorée. Il s'enfonce ensuite plus profondément dans la forêt, où il tombe sur un arbre lumineux habité par une dryade. La dryade tente de le séduire pour absorber son pouvoir, mais Gobrook reste sur ses gardes et ne la laisse agir que tout en se protégeant. Après avoir passé 5 heures à faire des choses étranges avec la dryade, Gobrook se rend à un lac pour se laver où des hommes lézards l'encerclent, ce qui lui permet de les manger et d'acquérir des capacités aquatiques. Quelques jours plus tard, 2 des hobgoblins évoluent et expriment leur désir d'apprendre la magie, alors Gobrook les confie à Hopsei. Il se rend ensuite chez la forgeronne pour faire enchanter ses armes, mais celle-ci commence à lui faire des grimaces. Très vite, toutes les filles commencent à en vouloir à Gobrook, alors il demande à l'alchimiste pourquoi elles sont si en colère contre lui. Elle lui révèle que les filles ont vu les marques laissées par ses ébats avec la dryade et qu'elles sont désormais toutes jalouses d'elle. Alors que Gobrook est abasourdi par cette révélation, l'alchimiste lui avoue également ses sentiments. Peu après, toutes les autres filles le rejoignent pour se livrer ensemble à des activités pour le moins suspectes. Le lendemain matin, Gobrook aperçoit des elfes qui s'approchent de son campement. Lorsqu'il sort à leur rencontre, le chef des elfes l'accueille avec un sourire arrogant. Bien qu'il fasse mine d'être dégoûté par les gobelins, le chef des elfes demande en réalité l'aide de Gobrook contre les humains, car leur village est sur le point d'entrer en guerre contre eux. Gobrook refuse de les aider, leur disant qu'ils doivent d'abord apprendre les bonnes manières avant de s'adresser à lui. Furieux, le chef des elfes l'attaque, mais Gobrook le paralyse d'un regard puissant avant de le soulever par le cou. Gobrook ordonne alors aux elfes de faire rentrer ses archers cachés, mais l'un d'eux tente de lui tirer une flèche. Heureusement, Gobrook détecte la flèche et l'écrase de sa bouche, ce qui oblige finalement les elfes à rappeler leurs archers. Gobrook utilise alors sa lance légendaire pour intimider tous les elfes qui s'enfuient en pleurant vers leur foyer. Les jours suivants, Gobrook chasse quelques slimes gris et en mange le cœur pour acquérir des résistances ainsi que des capacités d'auto-réplication. Grâce à ces capacités, il crée sans effort un clone sanguin de lui-même et se rend vite compte que lui et le clone partagent la même vision, ce qui lui donne de nouvelles idées. Gobrook remet alors un peu de son sang au tailleur pour qu'il confectionne des vêtements pour les dames, car cela lui permettrait de communiquer avec elles. Quelques jours plus tard, les elfes reviennent, cette fois prêts à submerger les ogres par la force brute. Depuis l'intérieur de sa grotte, Gobrook rugit à leur encontre, les laissant tous stupéfaits et les piège tous avec ses toiles d'araignée. Après avoir capturé les elfes, Gobrook leur demande pourquoi ils sont revenus, et leur chef fait mine de devoir défendre sa fierté blessée. Certaines des elfes expliquent à Gobrook qu'elles ont essayé de l'arrêter, mais que leur stupide chef s'est comporté comme s'il était invincible. Gobrook annonce au chef qu'il est mort et dit aux autres elfes qu'ils ne survivront que s'ils parviennent
à vaincre ses soldats gobelins. Au final, tous les hommes elfes perdent leur combat, laissant Gobru seul avec les femmes. Après cela, il dévore tous les elfes mâles et acquiert de nouvelles compétences en tir à l'arc et en soins. Il prend ensuite les elfes femelles en captivité, ce qui excite Gobji, car il trouve les elfes belles et espère s'amuser cette nuit-là, mais Gobru l'arrête immédiatement, l'avertissant que personne n'a le droit de toucher à ses prisonnières. Après cela, il exécute sans pitié leur chef arrogant. Le lendemain, Gobkichi gagne un niveau en combattant un ours, ce qui le pousse à évoluer en ogre. Il rentre chez lui le jour suivant, impatient de s'entraîner avec Gobru grâce à sa nouvelle force. Gobru réalise alors que Gobkichi a reçu 2 bénédictions des demi-dieux du feu et de la guerre, et il est impatient de tester ses capacités contre lui. Bientôt, les deux s'affrontent à l'extérieur, où Gobru parvient à vaincre Gobkichi grâce à sa technique supérieure. Malgré sa victoire, il sourit, sachant que Gobkichi peut rivaliser avec sa puissance. Plus tard dans la nuit, Gobru voit une personne étrange dans son sommeil, qui lui confère un pouvoir mystérieux. Quelques jours plus tard, Gobru rencontre un nouveau hobgoblin appelé Gobji, qui est devenu clerc. Il remarque alors que Hobsei est devenue une demi-seigneuresse des sorts. Gobru aperçoit d'étranges marques sur son corps qui ressemblent aux siennes, bien que leur forme soit clairement différente. Après cela, Hobsei l'emmène dehors afin de tester ses nouvelles capacités de mage. Là, elle invoque une douzaine de boules de feu et les lance comme un tir d'artillerie, détruisant une immense partie de la forêt. Hobsei lui dit qu'elle a encore de la réserve, mais Gobru lui dit d'y aller mollo. Impressionné par sa force, Gobru se demande de quoi sera capable sa forme complète de seigneur des sorts. Puis, il lui donne de l'équipement de sorcier, se demandant s'il est la raison pour laquelle tous les gobelins autour de lui évoluent. Il réalise que la raison pour laquelle ils montent tous en niveau si rapidement est qu'il a pu chasser des trésors et de la viande exotique alors que les gobelins étaient encore jeunes. Quelques jours plus tard, les hobgoblins plus âgés confrontent Gobru, lui annonçant qu'ils quittent le village car ils se sentent trop éclipsés par la jeune génération. Gobru comprend leur situation et les autorise à partir, ce qui les surprend car il pensait qu'il les forcerait à travailler pour lui. Cependant, il remarque que les hobgoblins ne portent ni n'utilisent aucun de ces équipements. Il leur remet donc un couteau spécial en mithril pour se protéger avant de les laisser partir. Le lendemain, Gobru rencontre un orc transportant un humain mort doté d'une capacité unique appelée dompteur de monstres. Il tue donc l'orc et mange l'homme. De retour de sa chasse, il rassemble tous les jeunes gobelins et leur parle des hobgoblins qui ont quitté le village, puis leur demande si certains d'entre eux souhaitent également le quitter en raison d'un quelconque sentiment d'insécurité. Comme aucun des gobelins n'a de problème, Gobru leur dit d'oublier tout cela et leur sert un festin. Dans les jours qui suivent, Gobru fabrique des boucles d'oreilles avec son sang pour assurer la communication militaire avec ses partenaires. Il part ensuite chasser à nouveau avec sa bande et Gobé parvient même à abattre toute seule un cheval à 3 cornes. Comme l'animal n'est pas mort sous ses coups, Gobru utilise son talent de dompteur de monstres pour le transformer en familier. Le lendemain, il trouve également un ours gris et plusieurs meutes de loups noirs, ce qui lui permet d'acquérir une multitude de nouveaux familiers pour l'aider à la maison. Peu après, il est surpris de voir la guerrière rousse s'entraîner et combattre un groupe de kobolds. En la regardant se battre, Gobru se rend compte qu'elle devient plus forte chaque fois qu'elle est confrontée à des situations difficiles. Rapidement, elle vainc 3 kobolds et demande à Gobru un peu de leur viande qu'il lui donne. Après avoir mangé la viande, la femme s'arrête, sentant une capacité unique s'éveiller en elle. Elle part alors chasser d'autres monstres et Gobru apprend que sa nouvelle capacité s'appelle Noir Soldat, ce qui l'oblige à manger très fréquemment de la viande de monstres pour acquérir et conserver ses puissants pouvoirs. Une fois son entraînement terminé, Gobru apprend par Gobji que des gobelins ont été attaqués par des humains. Alors il se prépare pour la guerre entre elfes et humains. Le lendemain, Gobru se réveille alors qu'une horde de kobolds se précipite dans sa grotte, poursuivi par un troupeau de squelettes morts-vivants. Il convoque ses soldats gobelins pour combattre les morts-vivants et demande à l'unité de Gobmi de tirer. Comme leurs arbalètes n'ont aucun effet, Gobru scrute la horde de morts-vivants pour trouver une faiblesse. Il découvre qu'un général mort-vivant est en train d'invoquer les squelettes. Gobsatos se défend contre un squelette, mais son coup le transperce littéralement. Voyant cela, Gobru ordonne à tout le monde de fracasser les squelettes plutôt que de les trancher, et se prépare à fendre la horde. Rapidement, Gobru avance jusqu'à l'arrière de la horde, les fauchant tous comme de l'herbe. Finalement, il trouve le général mort-vivant et le vainc avant de manger son crâne. Après avoir récupéré des pouvoirs magiques et des capacités d'invocation de mort-vivant auprès du général, Gobru se dirige vers les kobolds pour s'occuper d'eux. Ils se soumettent tous à lui et le remercient de leur avoir sauvé la vie. Alors, il leur rappelle qu'il a utilisé leur race comme mannequin d'entraînement pour ses propres gobelins. Les kobolds ne s'en formalisent pas car les faibles ne peuvent pas survivre selon la loi de la jungle, mais ils lui proposent quand même de l'aider puisqu'il leur a sauvé la vie. Il s'avère que les kobolds étaient également tombés par hasard
tard sur la crypte de Velvet où ils avaient déclenché le redoutable gardien squelette. Comme les kobolds estimaient que Gobru était assez fort, ils se sont rendus dans sa grotte pour y trouver protection. Finalement, il les accepte dans son clan, se demandant quoi faire de cette nouvelle main-d'œuvre. Le lendemain, Gobru observe en secret un groupe de soldats humains et découvre qu'il prévoit non de s'en prendre à la fille du chef des elfes. Il apprend également qu'un elfe a trahi son peuple en révélant aux humains où se trouve la princesse. Fort de ces informations, Gobru se rend sur les lieux et attend tranquillement que l'embuscade se déroule. À la tombée de la nuit, les humains lancent leur attaque contre la caravane de la princesse, mais Gobru surgit soudainement et met les assaillants en déroute. Après avoir sauvé la princesse et les guerriers elfes survivants, il ramène tout le monde chez eux. Après avoir interrogé un humain, Gobru apprend que l'armée humaine arrivera dans 20 jours, puis il les mange tous. Peu après, la princesse elfe reprend conscience et suppose immédiatement que Gobru a l'intention de profiter de son innocence, mais il la rassure rapidement en lui affirmant qu'il est un gentleman. Puis il lui offre du thé et l'informe qu'il y a un traître parmi ses elfes. Se sentant impuissante face à la situation de son peuple, la princesse se met à pleurer, alors Gobru lui dit qu'il la ramènera chez elle le lendemain. Le lendemain, Gobru passe du temps dehors avec la princesse elfe et l'interroge sur ses ailes. Elle explique que seuls les hauts elfes possèdent des ailes, bien qu'ils les gardent normalement cachées. Elle admet qu'elle ne parvient toujours pas à les contrôler complètement, ce qui explique pourquoi elles sortent parfois d'elles-mêmes. Quelque temps plus tard, ils arrivent au village des elfes où les archers elfiques pointent leurs arcs vers les ogres inconnus. La princesse leur explique rapidement que les ogres lui ont sauvé la vie et les soldats baissent enfin leurs arcs. Ensuite, Gobru est conduit devant le chef des elfes qui le remercie d'avoir sauvé sa fille. Gobru lui demande une récompense, souhaitant savoir à quel point le chef l'apprécie. Peu après, le chef sort Failnote, l'arc le plus puissant de la nation elfique, en guise de récompense pour avoir sauvé sa précieuse fille. Gobru s'excuse d'avoir mis sa sincérité à l'épreuve et lui offre des informations en guise d'excuse. Il propose d'aider le chef elfe à suivre les mouvements de l'armée humaine et tous deux signent un contrat de partenariat. Après cela, Gobru reçoit de l'équipement précieux en mithril de la part du chef elfe et en échange lui offre certains de ses propres outils spécialement conçus. Avant que Gobru ne puisse rentrer chez lui, le chef lui demande s'il sait quelque chose au sujet d'une unité spéciale d'elfes qui a disparu il y a quelques jours. Se souvenant du chef elfe idiot qui est mort de ses mains, Gobru fait semblant de ne pas savoir et s'en va. Le lendemain, Gobru découvre que Gobmi s'est transformée en une variante de Dhampir. Il apprend qu'elle a reçu un bonus de glace qui lui confère d'incroyables pouvoirs offensifs, mais qu'elle peut également séduire ses ennemis grâce à un sort de charme à son avantage. Pendant ce temps, Gob a évolué en une demi-seigneuresse de la Terre après tout le creusage qu'elle a effectué, tandis que Hobsato s'est transformée en une demi-seigneuresse de sang. Grâce à ses nouvelles capacités, elle peut manipuler son sang pour en faire de dangereuses armes personnalisées. En regardant les filles évoluer, Gobru remarque encore plus de tatouages sur leur corps et se demande s'ils ont un rapport avec lui. Puis, Gobji s'approche et suggère de renommer Gobru en Ogru, Gobkichi en Grokichi et l'autre aussi. Par la suite, Ogru équipe davantage son armée d'armes et de matériel et offre la boucle d'oreille de télécommunication à tous ses elfes capturés. Plus tard, il entraîne les elfes et les kobolds ensemble, en vue de leur prochaine bataille contre l'armée humaine. Malgré leurs armes en mithril, les kobolds et les elfes ne parviennent pas à endommager les squelettes en armure qu'il invoque, mais ils sont heureux de pouvoir s'entraîner au sein du groupe. Il tente ensuite de manger ses propres morts vivants, mais n'y parvient pas. Il apprend également qu'ils ne peuvent pas rester exposés au soleil, les squelettes finissent par se consumer. Quelques jours plus tard, Ogru se rend dans la grotte d'origine des kobolds et scelle l'entrée de la chambre de Velvet pour empêcher toute nouvelle invasion de morts vivants. Il les emmène ensuite chasser des monstres et rentre chez lui avec une vingtaine de loups noirs comme familiers. Après cela, il rentre chez lui et reçoit une hache améliorée de la forgeronne qu'il a forgée en utilisant ses nouveaux pouvoirs d'élémentaliste forgeronne. Le lendemain, Grokichi confie à Ogru qu'il a le béguin pour Earth, mais qu'il ne sait pas comment lui avouer ses sentiments. Grokichi supplie désespérément Ogru de l'aider, alors celui-ci lui dit de simplement être honnête avec Earth au sujet de ses sentiments. Plus tard dans la nuit, Ogrekichi avoue à Earth qu'il l'aime bien. Le lendemain, il remercie Ogru, se sentant plein d'énergie après cette déclaration réussie. Ogru sourit, sachant qu'il a en fait arrangé le coup avec Earth en demandant à Dami de la convaincre. Plus tard, il tombe sur de redoutables monstres insectoïdes alors qu'il est en chasse. Après les avoir dévorés, Ogru débloque de nouvelles capacités pour son exosquelette et les met immédiatement à l'épreuve. Il essaie alors de le frapper et découvre que l'exosquelette possède une résistance incroyable et des capacités d'auto-régénération. Ogru retire alors son exosquelette, mais il se retrouve nu, ses vêtements ayant été utilisés pour fabriquer l'armure. Après s'être changé, il s'envole pour s'entraîner à voler grâce à ses nouvelles ailes d'insectes.
respecte. Quelques jours plus tard, le guerrier roux demande à Ogrou de s'entraîner avec lui. Après l'entraînement, il rend visite à 2 forgerons elfiques qui travaillent sur des armes spéciales pour lui. Il demande ensuite à la forgeronne de commencer la production en série d'arbalètes à répétition pour son armée. Il se rend ensuite chez l'alchimiste qui lui montre un clou d'os noir qu'elle a créé à partir du général mort-vivant et qui a le pouvoir de figer sa cible sur place. Fière de sa création, elle offre le clou à Ogrou en souvenir. Le lendemain, plusieurs elfes viennent dans leur grotte au nom du chef pour solliciter leur aide contre l'armée humaine qui continue de se rapprocher de la forêt. L'elfe demande à Ogrou de vaincre les humains à tout prix, il accepte donc la mission avant de lui remettre un bracelet de communication destiné au chef elfe. Ogrou rassemble son armée et annonce à tout le monde qu'ils ont été engagés pour une mission. Il révèle qu'ils sont désormais une véritable compagnie de mercenaires après avoir reçu leur contrat professionnel et la baptise la compagnie de mercenaires Parabellum. Accompagné de 73 de ses soldats et montures les plus puissants, Ogrou part à la conquête des forces humaines. Grâce aux renseignements fournis par ses clones sanguins, ils atteignent rapidement une garnison de l'armée humaine. Devant la barrière, il utilise son bras mécanique pour lancer une flèche puissante qui la réduit en miettes. Ensuite, Earth bloque la voie de retraite des humains à l'aide de murs de terre, permettant ainsi à Dami et Spelsey de les anéantir tous grâce à leurs attaques dévastatrices. Ogrou invoque alors sa légion de morts-vivants pour achever les traînards, mais un groupe de soldats humains d'élite riposte. La chef humaine remarque qu'Ogrou donne des ordres aux morts-vivants. Elle bénéficie alors d'un bonus de vitesse accordé par son mage et charge droit sur lui. Malheureusement pour elle, il bloque facilement son attaque et l'envoie valdinguer. Il ordonne ensuite à son équipe de massacrer tous les hommes du camp humain et de capturer leurs plus belles femmes. Tandis que les autres ogres massacrent les humains, la jeune chevalière parvient à toucher Ogrou avec son attaque la plus puissante. Bien qu'Ogrou ne se sente pas blessé, la commandante continue de le distraire pendant que la mage charge un sort de dragon destructeur pour l'éliminer. Peu après, la mage lance une attaque vers Ogrou, mais il repousse l'humaine sur le côté pour la mettre hors de danger, puis se défend en déployant plusieurs couches de bouclier magique. Finalement, Ogrou parvient à neutraliser le dragon et ramène les femmes chez lui en tant que prisonnières. Par la suite, il retrouve le chef elfe qui le remercie pour son aide. Après la fête, Ogrou offre aux prisonnières humaines des boucles d'oreilles spéciales à porter et obtient d'elles des renseignements précieux sur les mouvements de l'armée humaine. Il transmet ces informations au chef elfe, expliquant que les humains se déplacent en plusieurs escouades dispersées car les sentiers de la forêt sont étroits. Quelques jours plus tard, Ogrou calcule le chemin que prendront les forces humaines principales et s'y poste en embuscade avec sa bande. Peu après, plus de 500 soldats d'infanterie humains et plus d'une centaine de mages avancent à travers la forêt. Mais Ogrou est parfaitement préparé à les affronter. Il fait signe à ses gobelins qui abattent des arbres et lancent des rochers pour bloquer le passage aux forces humaines. Après que les rochers ont écrasé 200 soldats humains, l'unité de tir élimine le reste, tandis que les autres humains tombent dans ces pièges soigneusement préparés. Finalement, les 100 humains survivants forment un mur solide pour se protéger. Ogrou constate que ses gobelins ont du mal à vaincre les forces humaines restantes, alors il ordonne à Grokichi de charger et de prendre leur commandant en otage. Grokichi accepte et charge immédiatement droit sur eux, tandis que les mages humains tentent d'arrêter sa progression avec leur sort. Il les transperce facilement et envoie leur commandant valdinguer en arrière, qui se réjouit d'avoir un adversaire aussi puissant. Malgré l'immense puissance de Grokichi, le commandant humain esquive ses attaques et l'engage dans un combat acharné. Quelques minutes plus tard, Grokichi met le commandant à terre et le capture, et ils rentrent tous chez eux. Par la suite, Ogrou demande au commandant pourquoi les humains attaquent les elfes, et apprend qu'ils sont à la recherche d'un remède secret des elfes pour guérir la maladie incurable de la princesse humaine. Ogrou soupire, surpris que la race humaine mène une guerre contre tout un pays juste pour sauver une seule personne de leur camp. Quelques jours plus tard, Ogrou organise des exercices d'entraînement en groupe pour tester les capacités de commandement de ses commandants actuels. À la fin, Grokichi et Blotzato n'ont remporté aucune victoire, et Ogrou se rend compte qu'ils sont nuls en stratégie. Pendant ce temps, le commandant humain demande à Ogrou de faire un combat d'entraînement, intrigué par sa force. Impressionné par le courage du commandant face au danger, Ogrou le félicite et place une barrière protectrice autour de lui avant que le combat ne commence. Ogrou l'affronte alors et le met rapidement à terre. Voyant leur échange, Grokichi s'enthousiasme à son tour et demande à faire un combat à main nue avec le commandant. Après la séance d'entraînement, le commandant humain félicite Ogrou d'avoir organisé une ville aussi diversifiée où tant d'espèces cohabitent. Dégoûté par la cupidité des humains, il décide d'abandonner l'empire humain et de rejoindre les forces d'Ogrou. Ogrou espérait déjà le recruter, il accepte donc facilement son offre. Il emmène ensuite le commandant à l'extérieur et lui confie le rôle d'instructeur, le promouvant au rang de professeur du guerrier roux.
Quelques jours plus tard, Ogrou remet quelques humains plus faibles au royaume elfique. Après cela, il interroge le chef elfe au sujet du remède secret des elfes. Le chef lui répond qu'il lui a déjà offert ce remède car ce n'est pas grand chose pour les elfes. Il explique qu'ils ne donnent tout simplement pas leur remède aux humains parce que leur loi l'interdit. Ogrou hoche la tête avant d'avaler une gorgée du remède. Cela lui confère un pouvoir de régénération et la capacité de guérir par le sang, ce qui lui permet de soigner les autres avec son propre sang. En voyant une seule goutte de son sang guérir complètement les blessures graves d'un homme, Ogrou se demande s'il n'est pas devenu un véritable monstre avec ce nouveau pouvoir. Quelques jours plus tard, Ogrou amène devant le chef elfe les 2 capitaines humains qu'il avait capturés. Le chef exprime sa gratitude envers Ogrou pour toute l'aide qu'il lui a apportée jusqu'à présent, mais lui demande de mettre fin à la guerre lors de la prochaine bataille. Après cela, Ogrou rentre chez lui où le capitaine humain lui jure fidélité, tout en lui demandant de remettre le remède elfique au camp humain, car cela permettra de sauver la princesse. Ogrou accepte cette demande, comprenant que s'attirer la bienveillance des humains ne peut que jouer en sa faveur. Cependant, il bénéficie également de la bénédiction de la mort et de l'origine, ce qui entre en conflit avec la bénédiction du royaume humain. Il doit donc faire livrer le remède par quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, Ogrou rassemble toutes ses forces ainsi que les troupes les plus puissantes des elfes devant le quartier général de l'armée humaine. Comme les humains sont 4 fois plus nombreux qu'eux, ils ne peuvent pas charger sans stratégie. Cette fois-ci, Ogrou se montre particulièrement prudent car il sait que les humains envoient une unité spéciale issue de leur force, Rugald Orden. Il s'avère que le Rugald Orden est la force la plus puissante de l'Empire humain, composée d'individus extrêmement puissants appelés les Braves, capables de renforcer tous leurs alliés. Il convoque sa légion de squelettes pour combattre les humains, il ordonne aux autres de garder le périmètre du quartier général, affirmant qu'il va charger au centre avec sa légion. Bientôt, les squelettes surgissent de l'obscurité pour se jeter sur les forces humaines et les engagent dans une bataille féroce. Sachant que les morts vivants seront consumés par le feu au lever du jour, les humains font traîner la bataille. Cependant, lorsque le soleil se lève, la boue noire d'Ogrou protège les squelettes de la combustion. Alors que les squelettes submergent les soldats humains, Ogrou passe à l'action pour tous les anéantir. Pendant ce temps, 2 soldats humains amènent un brave nommé Philippe qui se plaint de devoir travailler au lieu de se détendre pendant ses vacances. Quand Philippe voit la magie du sang et de l'eau dans les mains d'Ogrou, il s'intéresse enfin à la situation et cesse de se plaindre. Après avoir vidé les soldats humains de tout leur fluide, Ogrou s'assoit pour manger leur chair. Philippe s'approche de lui et le provoque en duel, alors Ogrou le prend au sérieux. Cependant, Philippe se met en colère parce qu'il a utilisé son nom et se met à lui crier dessus pour avoir vaincu tant de ses troupes. Refusant de se laisser avoir par son numéro, Ogrou remarque l'immense pression émanant du garçon insecte, puis Philippe l'interroge sur sa bénédiction, mais Ogrou choisit de ne pas répondre, ce qui le pousse à sortir une bouteille remplie de vers étranges. Philippe jette les vers sur les soldats tombés au combat et commence à les contrôler grâce à un pouvoir d'insectes parasites. Soudain, les cadavres humains se transforment en monstres insectoïdes de taille humaine que Philippe envoie charger Ogrou. Alors que les insectes l'enveloppent, il les élimine tous sans le moindre effort. Philippe tente alors de le ligoter et de contrôler directement certains insectes pour l'attaquer. Cependant, Ogrou continue d'esquiver ses attaques tout en abattant les soldats insectes, forçant Philippe à commencer à charger un pouvoir puissant pour enfin le terrasser. Il invoque un énorme monstre 1000 pattes appelé Altaim qui déchire le corps d'Ogrou. Philippe exulte de joie, expliquant qu'Altaim est une catastrophe naturelle vivante. Philippe révèle que la morsure du 1000 pattes injecte un venin paralysant dans le corps de la victime. Peu après, le poison fait son effet et le corps d'Ogrou s'effondre, ce qui amène Philippe à féliciter son animal de compagnie pour son excellent travail. Il renvoie alors le 1000 pattes, mais soudain le corps d'Ogrou disparaît de la scène. Philippe réalise immédiatement qu'Ogrou est juste derrière lui et évite de justesse son attaque. Comprenant qu'Ogrou avait utilisé un corps leurre, Philippe sort son arme secrète pour s'en servir contre lui. Il commence alors à se présenter comme le 7e guerrier le plus puissant de l'Empire humain, mais Ogrou le frappe en plein milieu de son discours. Furieux, Philippe le bloque avec sa 2e arme secrète, une puissante exosquelette d'insectes. Puis il attaque Ogrou avec des tentacules rapides comme l'éclair, mais celui-ci bloque l'attaque et l'envoie valdinguer d'un coup de poing. Ogrou lui lance un javelot magique, mais le garçon insecte l'esquive. Alors que Philippe se demande comment Ogrou peut être si puissant sans avoir connu un éveil épique, Ogrou lui dit qu'il va lui aussi utiliser son exosquelette. Après s'être transformé et avoir révélé
révéler ses élytres d'insectes, Ogrou charge dans les airs vers lui, déchirant tous les tentacules de Philippe avant de lui asséner un coup de poing qui l'envoie s'écraser dans la forêt. Pendant ce temps, les soldats d'Ogrou finissent de raser le quartier général des humains, mais Dami s'inquiète pour lui et s'en va. De retour dans la forêt, Philippe réalise qu'il est dépassé et s'échappe de son exosquelette pour prendre la fuite. Bien qu'Ogrou tente de le poursuivre, l'exosquelette se bat en fait contre lui de son propre chef, ce qui donne à Philippe l'occasion de disparaître. Peu après, Dami arrive pour prendre de ses nouvelles et Ogrou la rassure en lui disant qu'il va bien avant de se tourner vers l'un de ses clones sanguins. Ce clone s'infiltre dans le camp du prince humain et se glisse juste derrière lui. Il exhorte le prince à mettre fin à la guerre et lui tend le remède elfique. Alors que le prince reste là, sous le choc, le clone lui dit de faire le bon choix et d'épargner la vie de ses soldats. Une fois le clone parti, le prince annonce rapidement à ses troupes qu'elles rentrent chez elles. Pendant ce temps, Ogrou se réjouit d'avoir évité une guerre totale entre les deux empires. Il organise ensuite des funérailles pour tous ses soldats qui ont perdu la vie au combat. Bien que tout le monde soit triste, Ogrou se sent bien car la mort de ses soldats n'a pas été vaine. Cependant, il décide de chérir encore plus sa propre vie en mémoire de ceux qui ont sacrifié la leur pour lui. Quelques jours plus tard, Ogrou est accueilli par Ufu, qui a évolué au point de se nourrir de zombies et de cadavres en décomposition. Il rend ensuite visite à Obji alors que celui-ci soigne les blessés. Après être devenu un seigneur demi-saint, Obji a acquis le pouvoir de résister à 20 attaques consécutives d'Ogrou grâce à un bouclier sacré. Pendant ce temps, Obmei a évolué en Dodomeki, se dotant de dizaines d'yeux répartis sur tout son corps et de puissantes capacités de détection qui surpassent celles d'Ogrou. Ogrou apprend également que le chef des kobolds a évolué en guerrier kobold et a reçu le vrai nom d'Akikaze. Bien que le vrai nom d'un monstre puisse être utilisé pour lui jeter des malédictions, Akikaze révèle son propre nom à Ogrou en signe de loyauté. Finalement, Ogrou s'en va après avoir décidé de l'appeler Akita. Il sort alors de la grotte où ses prisonniers de guerre sont rassemblés. Il annonce aux ogres parmi les prisonniers qu'ils commenceront à un rang inférieur à celui de ses gobelins de confiance, ce qui les met en rage. Comme ils sont en colère, Ogrou ordonne aux ogres de partir. Ceux-ci se taisent alors et défient Dami pour lui prouver leur force. Ogrou rappelle aux ogres qu'elle n'est pas celle qui commande. Alors ils se moquent de lui, le traitant de dur à cuire alors qu'il appartient à une espèce inférieure. Puis Ogrou ordonne à tous les ogres de venir vers lui d'un seul coup et deux d'entre eux lancent leurs armes orbes élémentaires pour le combat. Sachant que ces armes orbes sont leur fierté et leur joie, Ogrou anéantit complètement leur attaque et les envoie valdinguer. Puis il défie les ogres restants et les élimine également. Soudain, un singe cerveau surgit de nulle part et projette Ogrou contre un rocher. Alors que le gros costaud se met à rugir de triomphe, Ogrou revient et l'assomme. Enfin, il tourne son attention vers le troisième ogre et le surprend en train de flirter avec Dami. Furieux, Ogrou le réduit en bouillie, ce qui ne fait qu'attirer davantage l'ogre bizarre vers lui. Puis, certains monstres qui avaient été capturés par les humains remercient Ogrou de les avoir sauvés et lui jurent fidélité. Par la suite, Ogrou confie ses nouveaux soldats à l'entraînement d'Ogrekichi et rend visite à sa forgeronne. Il tente de l'aider avec de nouveaux outils de forgeron nain avant d'utiliser une capacité de synthèse pour créer des bottes à partir de matériaux de monstres. Puis Ogrou expérimente sa magie et crée un monstre du chaos, mais le disperse car il se montre trop désobéissant. Après une journée entière passée à tester sa capacité de synthèse, Ogrou prend un peu de repos. Quelques jours plus tard, Ogrou commence à rénover un bain thermal qu'Urt avait mis au jour. Souhaitant en faire une entreprise, il espère pouvoir inviter les nations elfiques à utiliser leur bain et faire passer le mot. Quelques jours plus tard, les forgerons nains offrent à Ogrou un marteau de guerre spécial en signe d'amitié. Ensuite, il rend visite à la dryade familière pour obtenir des graines magiques. Il se met à planter ces graines avec la bande dans l'espoir de créer une belle ferme de fruits et légumes magiques. Le lendemain, Ogrou renvoie ses nouvelles recrues chez elle car elle souhaite toutes rentrer. Pendant ce temps, Dami conserve sa légion d'hommes endoctrinés qu'elle a obtenue grâce à son pouvoir du mauvais œil, ce qui leur laisse une importante force d'espionnage. Ensuite, il rend visite au chef des elfes pour célébrer officiellement le retrait des forces humaines. Ogrou se demande s'il est acceptable que les elfes interagissent autant avec d'autres espèces, alors le chef lui répond qu'il ne voit pas d'inconvénient à faire la fête avec des amis. Puis, il révèle également que son jeune frère était parti autrefois vers le monde extérieur et qu'Ogrou lui a offert un foyer sûr où revenir. Le lendemain, Ogrou retrouve Urt avec les dernières pierres spirituelles qu'elle a extraites du coffre-fort de Velvet. Il ingère les pierres, acquérant ainsi de puissantes capacités de contrôle de la gravité et de résistance. Puis, il se met au travail avec des os de squelettes noirs qu'il a synthétisés et les recouvre de sa boue noire pour créer un véhicule 1000 pattes résistant à la lumière du soleil. Il demande ensuite aux 5 premières filles humaines de le suivre, leur expliquant qu'il souhaite qu'elles revoient leur famille
une dernière fois avant de décider si elles veulent rester avec lui ou rentrer chez elles. Le lendemain, Ogrou termine son bain avec Gobji, tandis que la guerrière se demande si elle va bientôt se faire mettre à la porte. Le chevalier la rassure en lui disant qu'Ogrou ne veut pas la perdre, ce qui lui remonte le moral. Quelques jours plus tard, les nouvelles recrues d'Ogrou reviennent de leur ville natale et il organise une fête de bienvenue en leur honneur. Puis, il commence à planifier le départ de la forêt, souhaitant que tout le monde explore le monde et devienne encore plus fort. Après quelques jours de préparation, Ogrou divise tout le monde en 4 groupes avant de se diriger vers la ville de Trian avec les filles, prêtes à leur montrer à nouveau leur ville natale. 6 jours plus tard, il arrive en ville, mais les gardes s'alarment en voyant un ogre géant porter dans ses bras des jeunes filles innocentes. Après leur avoir expliqué la situation, ils obtiennent enfin l'autorisation d'entrer dans la ville, où Ogrou réserve une chambre d'hôtel pour tout le monde. Sachant que les jeunes filles ont été enlevées et amenées dans sa forêt, Ogrou leur demande de décider si elles souhaitent vivre en ville au cours des prochains jours. Même si cela lui fait mal de leur laisser ce choix, il décide tout de même d'agir de manière altruiste. Après avoir expliqué la situation aux filles, Ogrou fait enregistrer sa compagnie de mercenaires auprès de la guilde de la ville, puis il prend une forme humaine pour que les gens cessent d'avoir peur de lui et commence à explorer la ville pour en apprendre davantage sur les traditions locales. Soudain, des bandits bondissent sur Ogrou dans une ruelle, il les tue et les dévore. Il remarque d'étranges bagues aux mains de tous les bandits et se demande s'ils travaillaient pour une organisation. Puis Ogrou surprend un jeune homme en train de se disputer avec un ravisseur pour qu'il libère sa princesse. Alors que les ravisseurs plaquent l'homme au sol, Ogrou les interrompt et les assomme. Cependant, il les laisse en vie afin de localiser leur repère principal avant de donner au jeune homme un appareil de communication en cas de problème. Plus tard, Ogrou découvre l'emplacement du repère des ravisseurs et emmène le jeune homme avec lui. À l'intérieur, il localise et sauve la princesse, après quoi Ogrou met le feu à tout le bâtiment. Après avoir sauvé la jeune fille, il dit au garçon de garder l'enlèvement secret et de faire comme si la princesse s'était simplement comportée de manière indisciplinée. Le garçon pense qu'il devrait en parler au roi afin qu'il renforce la sécurité de la princesse, mais le soldat d'Ogrou l'avertit qu'il sera exécuté pour avoir laissé la princesse se faire kidnapper. Après que le garçon a accepté de garder le secret, Ogrou rentre chez lui. Quelques jours plus tard, il reçoit un appel de Obji et apprend que plusieurs de leurs gobelins ont donné naissance à des bébés en bonne santé. Ogrou retourne alors voir les jeunes filles humaines et leur demande si elles veulent vivre dans leur ville natale. Toutes lui répondent qu'elles iront partout où il ira, ce qui le surprend agréablement. Quelque temps plus tard, la princesse Rubilia rend visite à Ogrou pour le remercier de l'avoir sauvé. Sachant qu'Ogrou dirige une compagnie de mercenaires enregistrés, elle lui dit qu'elle a un travail pour lui. Alors que Rubilia explique à Ogrou qu'elle souhaite qu'il l'escorte jusqu'à la capitale royale, il est surpris qu'une si petite fille puisse lui tenir tête alors qu'il a pris sa forme d'ogre. Il refuse immédiatement son offre et lui dit de se trouver ses propres gardes. Cependant, la princesse lui répond que ses gardes sont trop stricts, alors Ogrou lui crie dessus pour lui avoir imposé une tâche insignifiante. Il tente de la convaincre de renoncer, mais elle lui propose une assiette en or entière en guise de paiement pour la mission. Cette récompense suscite l'intérêt de toutes les jeunes filles humaines qui disent à Ogrou d'accepter la mission puisque l'assiette vaut plus d'1 million de pièces d'or. Tenté par l'argent, il finit par accepter la demande de la princesse. Quelque temps plus tard, il fait sortir le mille-pattes squelette pour escorter la princesse, mais la trouve sans aucun de ses gardes. Pensant qu'il aura des ennuis pour avoir escorté une princesse sans aucune garde, Ogrou lui dit de gérer les conséquences elle-même. Par la suite, alors qu'il parcourt le pays, le groupe rencontre un troupeau de monstres buffles. Après avoir tué quelques buffles pour leur viande, Ogrou en fait tirer son véhicule afin de dissimuler le mille-pattes géant en dessous. Au fil des jours, Rubilia se retrouve dans toutes sortes d'ennuis en jouant avec des monstres sauvages. Lorsque vient l'heure de l'entraînement, elle se joint à son chevalier et à Ogrou, au cas où cela lui serait utile à l'avenir. Après s'être reposé, la caravane repart et le chevalier informe Ogrou que l'itinéraire à venir se divise en 3 tronçons de longueur différente. Bien qu'il puisse emprunter le chemin le plus court, le chevalier met Ogrou en garde contre cette option, car les aigles de falaise, qui sont les oiseaux les plus puissants de la région, ont un nid dans cette zone. De plus, les aigles ont pour chef un aigle de jade, un monstre puissant doté d'une bénédiction spéciale. En entendant cela, Ogrou s'enthousiasme et décide de partir à la chasse à l'aigle. Quelques jours plus tard, leur caravane passe près du nid d'aigle, et Ogrou abat quelques oiseaux pour en faire du KFC. Puis, il aperçoit l'aigle de jade devant eux et avertit tout le monde de rester à l'intérieur de la calèche. Après un moment de combat, Ogrou ne revient pas à la calèche et tout le monde commence à douter qu'il puisse venir à bout de ce monstre féroce. Lorsqu'ils jettent un œil hors de la calèche, ils sont tous horrifiés de voir qu'Ogrou a perdu un bras. Cependant, il reste calme et se contente de manger son propre bras, ce qui lui permet de régénérer ses membres manquants. Puis, Ogrou utilise
utilise son exosquelette pour booster ses pouvoirs avant d'attraper l'aigle de jade avec ses toiles d'araignée. Finalement, l'aigle perd toutes ses forces à cause du poison de la toile, ce qui permet à Ogrou de le faire tomber au sol. Après cette chute vertigineuse, l'aigle s'affaiblit peu à peu et rend l'âme. Ogrou remarque un cœur étrange à l'intérieur de son corps et apprend que ce cœur rare est un immense trésor que l'on ne trouve que chez les monstres bénis. Il mange ensuite la chair de l'aigle, ce qui transforme ses ailes d'insecte en ailes d'aigle. Rubilia demande à Ogrou pourquoi il consomme toujours les monstres qu'il vainc, une question qui lui rappelle instantanément quelqu'un qui lui avait posé exactement la même chose dans sa vie antérieure. Il explique à Rubilia qu'il mange ses proies en guise de paiement pour leur avoir ôté la vie. Afin de survivre et de développer ses capacités, Ogrou mange leur chair, pensant que cela lui transmettra également la rancœur et les regrets de la proie morte en guise de compensation. Son explication surprend Rubilia, qui reste silencieuse sur le sujet pendant un certain temps. Après avoir parcouru encore un peu de chemin, la caravane arrive dans un petit village appelé Messon. Là-bas, les villageois, terrifiés par les bêtes, se rassemblent pour les repousser, mais Rubilia parvient à les calmer en leur montrant l'emblème de sa famille royale. Une fois les villageois rassurés, ils offrent à la princesse un festin somptueux en guise de bienvenue. Le lendemain, la caravane repart et Ogrou remarque que les sœurs cuisinières ont l'air épuisées. Il leur demande ce qui ne va pas et elles lui répondent qu'elles sont simplement épuisées après avoir préparé le festin pour le village. Quelques jours plus tard, Ogrou arrête la calèche alors que le ventre des sœurs commence soudainement à gonfler. Bien qu'elles soient enceintes depuis un certain temps, Ogrou est surpris car leurs ventres se sont gonflés en quelques minutes seulement. Il appelle Gobji et apprend que les bébés ogres puisent beaucoup de nutriments dans le corps de leur mère pour naître rapidement. Bien que cela ne pose aucun problème aux femmes ogres, les sœurs cuisinières ne sont que des humaines et leur corps ne peut donc pas supporter ce ponctionnement soudain de leurs ressources. Au cours des jours suivants, Ogrou presse la calèche dans l'espoir de trouver une ville où les femmes pourront accoucher en toute sécurité. Malheureusement, le corps des filles s'affaiblit à un rythme effréné, alors Ogrou s'arrache sa propre chair pour les nourrir. Les filles refusent de faire du mal à leur mari, mais Dami leur rappelle qu'Ogrou est assez fort pour faire repousser ses membres. Finalement, elles refusent toujours de manger sa chair, alors Ogrou la mâche et les force à l'avaler pour les sauver, elle et ses propres bébés. Peu après, il emmène les femmes dans une grotte sûre et leur installe des lits. Puis, il leur administre des anesthésiques et des analgésiques, car il n'y a pas de médecin dans les environs. Ogrou contacte Obji pour l'accouchement avant de créer un scalpel tranchant pour pratiquer lui-même l'opération. Après une longue et minutieuse intervention, Ogrou réussit l'opération et soigne les mères grâce à sa magie. Alors qu'Ogrou tente de se calmer, Gobji lui dit que ses enfants sont mi-humains, mi-orques et qu'ils risquent donc d'être victimes de discrimination de la part des pur-sang. Ogrou remercie Gobji pour cet avertissement avant de dire qu'il fera de son mieux pour aimer ses enfants même si le monde les déteste. Puis Obji se demande pourquoi Ogrou n'a pas simplement pratiqué l'opération plus tôt et nourri les bébés quand ils étaient plus petits, et il se rend compte qu'il a commis une erreur. Ogrou remarque également que ces bébés ont d'étranges pierres sur les mains, ce qui indique qu'ils deviendront des seigneurs orques. Il nomme la fille Oro et le garçon Argento, avant de les rendre à leur mère, Felicia et Alma. Quelques jours plus tard, Ogrou part chasser seul pour ne pas mettre sa famille en danger. Après avoir traversé une montagne enneigée, il rencontre un magnifique cerf blanc de classe boss. Bien qu'il sache que le cerf est assez fort pour le tuer, Ogrou se prépare à l'affronter pour le frisson. Cependant, le cerf se contente de perdre ses bois avant de sauter par-dessus lui pour s'enfuir. Ogrou songe à manger les bois pour leur pouvoir, mais il décide de rentrer chez lui et de les partager d'abord avec ses bébés. Sur le chemin du retour, il tombe sur un groupe d'humains en train de combattre des monstres. Bien que les humains se battent vaillamment, le chef des monstres finit par l'emporter. Alors qu'il s'apprête à mettre fin à la vie des humains, le monstre est soudainement abattu par Ogrou à l'aide d'un sort spécial de classe mort appelé Verdumbar. Il se penche alors pour ramasser les restes du boss avant de remarquer que le chef du groupe est en colère contre lui. Ogrou se demande si le chef ne cachait pas des pouvoirs secrets pour vaincre le boss, alors il essaie de le complimenter pour l'apaiser. Il donne ensuite quelques potions au chef, expliquant que c'est son employeur qui a vaincu le monstre dans l'ombre. Le chef des humains accepte l'aide d'Ogrou, car celui-ci semble sincère, et il part après avoir fait ses adieux. Une fois Ogrou parti, les humains discutent de son pouvoir, fascinés par cet étrange monstre. Leur chef révèle que son don de prémonition l'avait averti de la force d'Ogrou, sans quoi ils seraient tous morts s'ils l'avaient affronté. Au bout d'un moment, Ogrou rentre enfin chez lui, où il trouve ses bébés marchant sur deux pattes. Fier, il leur donne à manger des bois blancs, ce qui augmente leur force. Puis Ogrou mange lui-même quelques bois, ce qui lui confère des capacités incroyables et inconnues. Après avoir reçu ces capacités, il se rend compte que le cerf blanc était bien trop puissant pour lui, et se réjouit que celui-ci n'ait pas décidé de l'achever sur le champ. Plus tard dans la nuit,
nuit, alors qu'Ogru s'endort, l'expérience acquise grâce au bois du cerf fait évoluer son corps vers la classe d'Apostle Lord, lui donnant le vrai nom de Yaten Doji. Au final, Ogru débloque un nouveau jeu de capacités terrifiantes, dont certaines restent verrouillées jusqu'à ce qu'il obtienne les qualifications requises. Quelques jours plus tard, l'alchimiste et le forgeron sentent eux aussi leur ventre s'arrondir, et Ogrus se prépare à s'occuper de la situation. Peu de temps après, il accueille les bébés d'Emery et de Spinel au sein de sa famille. Il baptise son fils Ogre Onikawa et sa fille humaine Nicolas. Les mères étant en bonne santé, la calèche se met en route et ils atteignent leur dernière ville étape au bout d'une journée supplémentaire. Là-bas, Rubilia se déguise car elle ne veut pas que quiconque la reconnaisse. Puis Ogru laisse les mères se reposer dans une auberge avant de partir avec les autres pour recueillir des renseignements à la guilde de la ville. Là-bas, quelques aventuriers curieux défient Ogru, alors il les laisse d'abord se battre contre ses soldats. Une fois que tous les soldats ont remporté leur combat, Ogru présente sa compagnie de mercenaires à tout le monde avant de partir. Il part ensuite faire des achats et trouve un appareil photo de grande valeur qu'il achète immédiatement pour prendre des photos de ses enfants. Plus tard dans la nuit, Ogru contacte les autres groupes de gobelins en commençant par Bloodsato. Il apprend qu'ils vont bien et que Spellsei a appris de nombreux nouveaux sorts grâce à l'argent qu'elle a gagné en éliminant des bandits. Ensuite, il contacte le groupe dirigé par Dodom et lui dit qu'elle peut elle aussi profiter de son temps libre. Puis, il contacte le groupe de monstres et apprend qu'ils se battent sans cesse car leur groupe n'a pas de chef. Soudain, Ogru désigne Obrin comme chef et met fin à l'appel. Après cela, il prend des nouvelles du groupe de Grokichi à l'aide de ses boucles d'oreilles, mais celles-ci lui montrent une vision de sa propre mort. Inquiet pour ses amis, il décide de se rendre au labyrinthe de Gryphos, où se trouvait le groupe de Grokichi. Rubilia lui demande combien de temps il leur faudra pour atteindre le labyrinthe et il lui répond que cela retardera leur voyage vers la capitale de 2 jours. Comme ils ont déjà un jour d'avance, cela ne la dérange pas de passer une journée de plus et elle accepte de l'accompagner au labyrinthe. Au cours des jours suivants, Ogru passe du temps avec ses épouses et ses enfants pendant qu'ils se rendent à la ville de Gryphos. À l'extérieur de la calèche, Dami est assise, perdue dans ses pensées, tandis qu'elle regarde le collier qu'il lui a fabriqué quand ils étaient enfants. Ogru sort et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui répond qu'elle repense à tout ce qui s'est passé dans leur vie. En le voyant évoluer encore davantage, elle se sent bouleversée de rester coincée dans son rôle de Dhampir faible. Dami se sent également en manque de confiance car elle n'a pas pu donner d'enfant à Ogru, alors il la rassure en lui disant qu'il ne cessera pas de l'aimer pour cette seule raison. Après un certain temps, le groupe atteint enfin la ville de Gryphos, où il se dirige vers son labyrinthe principal. Alors qu'il s'approche, Ogru surprend quelques aventuriers se plaignant d'un boss Minotaure incroyablement dangereux qui est apparu au hasard dans le labyrinthe. En entendant parler du Minotaure, il contacte le seigneur de la ville et l'informe que le Minotaure est probablement son propre ami Grokichi. Le seigneur explique que plusieurs groupes d'aventuriers sont descendus pour vaincre le Minotaure, alors Ogru attend à l'extérieur. Bientôt, Grokichi et Earth sortent, ayant pris des formes gigantesques. Grokichi taquine Ogru en lui disant qu'il a rapetissé, alors celui-ci rappelle au colosse que c'est lui qui est devenu si grand. Puis Earth met hors d'état de nuire les faibles aventuriers qui ont tenté de la tuer, avant qu'Ogru ne demande à Grokichi pourquoi il a eu cette vision où il mettait fin à ses jours. En réponse, Earth explique que cela s'est produit au niveau le plus profond du donjon où un miroir mental s'était manifesté. Ce miroir mental prenait la forme de la personne la plus forte dans l'esprit du Challenger. Lorsque Grokichi est tombé dessus, le miroir mental s'est naturellement transformé en Ogru. Au début, le double d'Ogru a facilement vaincu Grokichi. Cependant, l'expérience du combat a déclenché une évolution soudaine de son corps, ce qui lui a permis de fendre en deux son adversaire reflété. Alors qu'Ogru se sent soulagé que la vision qu'il a eue ne soit rien de dangereux, Grokichi se présente comme un Minotaure, tandis que Earth révèle qu'elle est devenue une Earth Lord. Puis Ogru leur dit qu'il reste en ville et les invite à dîner avec lui. Cependant, Grokichi demande à s'entraîner avec lui d'abord, ce à quoi Ogru répond par un sourire. Bientôt, tous deux se dirigent vers une fosse profonde pour disputer leur combat. En regardant Ogru affronter le monstre géant, Rubilia se demande si Grokichi est vraiment leur ami. Dami la rassure en lui disant que Grokichi est leur ami d'enfance, alors elle se tait et attend. Pendant ce temps, Ogru félicite Grokichi d'être devenu si fort et d'avoir transformé ses armes. Grokichi lui dit qu'il s'entraîne depuis un certain temps dans le labyrinthe, dans le seul but de devenir plus fort et d'être son égal. Ogru est surpris par la réponse de Grokichi, mais celui-ci lui dit aussi qu'il ne veut pas être à la traîne par rapport à son meilleur ami. Puis Grokichi se prépare pour le combat, affirmant qu'il va gagner à coup sûr. Ogru décide de passer à l'attaque et se précipite vers son grand ami. Lorsqu'ils s'affrontent, Grokichi repousse Ogru grâce à son immense force. Puis, en un clin d'œil, il bondit
vers lui et s'abat sur lui, forçant Ogrou à esquiver le coup. Ogrou se rend compte que, bien qu'il puisse résister à l'élément tonnerre de Grokichi, grâce à sa résistance au tonnerre, il n'a aucun moyen d'échapper aux dégâts causés par sa bénédiction de feu. Face à son incroyable force et à sa maîtrise des éléments, Ogrou est stupéfait que Grokichi soit devenu aussi puissant juste pour être son égal. Puis, il bondit vers lui pour montrer sa propre force et l'attaque avec sa lance. Alors que Grokichi part le coup, Ogrou profite de sa grande taille et l'attaque par derrière, là où il ne peut pas le voir. Cependant, Grokichi parvient à détecter les attaques d'une manière ou d'une autre et les repousse avec sa hache. Puis, alors qu'Ogrou recule, Grokichi utilise son bouclier pour créer un taureau fantôme qui charge vers lui. Grokichi commence alors à repousser Ogrou avec son bouclier, ce qui pousse ce dernier à utiliser une compétence appelée puissance adamantine transcendantale. Cette technique amplifie ses pouvoirs au-delà de ses limites et permet à Ogrou d'arrêter net le taureau de Grokichi. Puis, il projette le géant dans les airs avant de l'attaquer avec une rafale dévastatrice de coups de lance. En voyant les lances repousser Grokichi, la jeune fille rousse remarque qu'Ogrou utilise un art spécial des 1000 lances. Bientôt, les attaques d'Ogrou s'intensifient encore alors qu'il continue de repousser Grokichi, mais le Minotaure en colère se protège avec un mur de flammes. Puis, il bondit dans les airs pendant qu'Ogrou est distrait. Ogrou se retourne rapidement et tire sur Grokichi avec une rafale de roches, mais celui-ci utilise son bouclier comme un skateboard pour bloquer tous les projectiles. Cependant, Ogrou parvient tout de même à le toucher avec les rochers, pensant avoir gagné. Soudain, Grokichi, furieux, devient complètement fou furieux et libère une aura ardente qui s'élève dans le ciel. Alors que les spectateurs se protègent des flammes, Grokichi réalise son erreur et finit par se calmer. Ogrou lui dit que s'il n'avait pas contrôlé ses flammes en les concentrant vers le centre de l'arène, il aurait pu blesser beaucoup d'innocents. Furieux, il utilise un regard maléfique pour immobiliser Grokichi avant de l'assommer d'un uppercut pour lui donner une leçon. En frappant son vieil ami, Ogrou se souvient de la première fois où il a donné une leçon à Grokichi. Quelques jours plus tard, la caravane arrive enfin à Oswell, la cité royale. Alors qu'il s'approche de la ville, Ogrou se souvient avoir combattu Grokichi pendant une journée entière avant de finalement partir. Peu après, ils franchissent la porte de la ville et Ogrou est impressionné par ses infrastructures modernes. Une fois à l'intérieur, ils continuent à pied et Rubilia conduit Ogrou vers son château. Peu après, le groupe atteint le palais d'Umber et les filles sont émerveillées de voir que la famille royale vit dans une demeure aussi somptueuse. Cependant, le garde de Rubilia leur explique que ce palais est en réalité la résidence privée de Rubilia et que la famille royale possède de nombreux autres palais disséminés dans toute la ville. En entendant cela, les filles sont stupéfaites par leur richesse, tandis que Rubilia se retourne pour remercier Ogrou de l'avoir protégé. Elle lui demande ensuite de passer la nuit dans son palais pendant qu'elle prépare une récompense spéciale pour ses services. Par la suite, tout le monde se régale d'un délicieux déjeuner et dîner dans les grandes salles du palais avant d'aller dormir dans l'une de ses chambres spacieuses. En s'allongeant sur les lits, les filles sont stupéfaites par leur taille gigantesque et leur incroyable douceur. Le lendemain, Rubilia remet à Ogrou son assiette en or en guise de récompense avant de lui remettre une lettre de recommandation personnelle. Elle explique que cette lettre lui permettra d'entrer et de sortir de la capitale à sa guise sans avoir besoin d'un statut noble. Bien qu'Ogrou prenne la lettre, il se demande pourquoi Rubilia lui confie un permis aussi sensible. Elle explique qu'elle a déjà remarqué à quel point Ogrou est rigoureux dans le choix de ses combats et qu'elle sait donc qu'il n'osera pas prendre le risque de se mettre son royaume à dos en commettant un acte illégal. En tenant la carte, Ogrou se rend compte que la princesse espiègle l'a observé tout ce temps comme un bel épervier. Par la suite, Ogrou dit au revoir à la princesse et à son chevalier et laisse quelques-uns de ses clones sanguins dans la capitale. Puis, il prend le chemin du retour dans sa calèche. Sur le chemin du retour, Dami se sent toujours en insécurité car Grokichi l'a également laissé derrière lui. Après avoir entendu cela, Ogrou lui demande à quel niveau elle se trouve. Elle lui répond qu'elle est au niveau 89. Alors Ogrou la rassure en lui disant qu'il restera avec elle tant qu'elle continuera à essayer de devenir plus forte. Cela remonte enfin le moral de Dami, alors Ogrou arrête la calèche et se prépare à l'entraîner. Bientôt, il invoque de puissants géants grâce à sa magie de conjuration pour que Dami s'entraîne contre eux. Au bout d'un moment, elle vainque plus de 30 trolls gigantesques, alors Ogrou lui dit de se reposer un peu. Soudain, Dami s'effondre d'épuisement et Ogrou la porte jusqu'au campement. Là-bas, il trébuche lui aussi et Spinel lui explique qu'il a épuisé la majeure partie de son mana. Ogrou se sent soulagé de ne pas avoir perdu de mana lors d'un vrai combat et se dirige vers les jumeaux pour se procurer de quoi manger. Plus tard, alors que Dami dort, son corps évolue pour prendre la forme d'une impératrice des glaces. Une fois qu'elle a évolué, le système la désigne comme partenaire idéal pour Ogrou. Plus tard, le matin, Dami réveille Ogrou et lui explique qu'elle est devenue une noble vampire. Elle lui révèle
révèle alors que son vrai nom est Ekaterina avant de lui annoncer qu'elle est officiellement son épouse. Alors que Dami se sent gêné d'annoncer cette nouvelle, Ogrou la serre dans ses bras, soulagé de la voir enfin sourire à nouveau. Quelques jours plus tard, la bande retourne enfin dans leur ancienne forêt. Lorsqu'ils s'approchent de leur ancienne grotte, Ogrou et les autres sont stupéfaits de voir que l'endroit tout entier s'est transformé en un manoir d'ivoire. Earth et les autres apparaissent, expliquant qu'ils ont rénové l'ensemble des lieux pour créer plus d'espace afin d'accueillir leur groupe qui s'agrandit. Puis Earth propose de montrer à Ogrou le résultat de son travail acharné avec Grokichi. Elle l'emmène d'abord à la ferme en lui expliquant qu'elle a essayé de l'automatiser. Peu après, la dryade apparaît pour saluer Ogrou en utilisant son vrai nom, Dorian, et lui explique qu'elle donne un coup de main à la ferme. Ensuite, Earth montre à Ogrou un nouveau ranch qu'elle a construit pour accueillir toutes leurs bêtes familières. Elle l'emmène ensuite vers le quartier résidentiel où vivent tout un groupe de chassites. Earth explique que les chassites sont doués pour la construction, c'est pourquoi ils ont commencé à vivre ici tout en travaillant sur les bâtiments. Soudain, Hobji arrive en courant et annonce à Ogrou que Gobji est à l'hôpital. Ogrou rend visite au vieil homme, sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Puis, il lui présente toutes ses épouses et ses enfants, ce qui rend Gobji mélancolique de voir que le petit Ogrou a grandi si vite. Après cela, Ogrou annonce à Gobji qu'il va changer son propre nom pour Aporu après son évolution et que Grokichi s'appellera Minokichi. Puis, il change le nom de Dami en Kanami et conserve le nom d'Earth telle quelle, puisqu'elle est toujours une seigneur de la terre. Gobji rit en entendant ces noms, les trouvant peu originaux, tandis que tout le monde le regarde, muet devant son audace. Puis le vieil homme s'installe dans son lit, reconnaissant d'avoir pu élever une telle génération de gobelins. Finalement, il ferme les yeux et rend son dernier souffle. Aporu emmène alors son corps dehors pour lui offrir des funérailles. Tandis que le corps de Gobji est consumé par les flammes, Aporu espère pouvoir vivre pleinement sa vie en mémoire du vieil homme. Puis il se retourne et annonce à tout le monde qu'il organisera un tournoi en l'honneur de Gobji. Alors que tout le monde s'enthousiasme, Aporu explique que chacun combattra à mains nues et que celui qui se rendra pendant le combat sera déclaré perdant. Cependant, il prévient également les participants qu'ils seront punis s'ils tuent leur adversaire avant d'annoncer qu'il promouvra les meilleurs combattants. Bientôt, le capitaine humain se prépare à affronter son élève et tous deux s'engagent dans un combat acharné. Pendant ce temps, Kanami affronte Spellsei, prête à utiliser toute sa puissance. Alors que les mages de glace et de feu se battent avec acharnement, Earth se prépare à affronter Bluzzato. Ailleurs, Dodom affronte l'ogre rouge, qui l'attaque sans pitié. Enfin, Minokichi et Aporu s'affrontent dans un combat décisif. Alors qu'ils se remémorent tous deux leurs souvenirs d'enfance et le périple qui s'ensuivit, Minokichi dit à Aporu qu'il va le surpasser. Alors que les deux hommes s'affrontent, tout ce qui les entoure est mis en pièces par leur incroyable combat. À l'issue de chaque match, Aporu se classe premier du tournoi, suivi de Minokichi. Kanami obtient la 3e place et Earth la 4e, tandis que Bluzzato se classe 5e aux côtés de Spellsei, 6e. Pendant ce temps, Neki et Fuki, les ogres, se classent 7e et 8e, tandis que le chevalier d'acier et Gufu terminent à la 10e place. Enfin, Larousse, Genki et Dodom se classent 11e, 12e et 13e, terminant ainsi dans les premières places. Alors qu'Aporu se réjouit des résultats de ses capitaines, les jumeaux préparent un grand festin pour les participants. En les regardant tous, Aporu se réjouit de voir à quel point ses amis ont mûri. Quelques jours plus tard, il reçoit un appel de Rubilia. Elle lui demande à nouveau ses services et Aporu soupire, sachant que de nombreux ennuis l'attendent. Bien qu'il ne veuille pas s'attirer d'ennuis, Aporu réfléchit à son offre, car il ne peut pas se permettre d'offenser son royaume. Rubilia lui explique alors que cette mission est une excellente occasion pour lui de se faire un nom et de développer son entreprise, ce qui le convainc davantage. Finalement, Aporu accepte l'offre et part avec son équipe le lendemain, sans se douter des péripéties qui les attendent. C'était la fin de l'anime. Regarde la vidéo suivante à l'écran, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain résumé.